Pré-générique, l'appel qui a tout changé. Bienvenue sur la chaîne, et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Le téléphone a sonné à 3h07. Je me souviens encore de la voix de ma sœur qui a craqué. Pas à cause des larmes, mais sous le poids d'un mensonge répété. « Il faut que tu m'aides », a-t-elle murmuré. J'ai conduit sous la pluie, convaincu que c'était une autre crise à gérer, comme d'habitude. À l'aube, mon nom figurait sur des documents de prêt que je n'avais jamais vus, et ces messages ont cessé pour de bon. Mais sur le moment, j'ignorais que notre histoire avait déjà inscrit la trahison à sa nouvelle adresse. Laissez-moi vous emmener dans cet appartement, celui au papier peint jaune écaillé, où nous partagions des nuits instantanées et des secrets, où je croyais que la loyauté était une monnaie impérissable. Elle m'avait emprunté mes vêtements, mon canapé, ma confiance. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle prendrait aussi mon avenir, ni que l'homme qui serrait ma main au petit déjeuner tiendrait la sienne au dîner. Cette nuit-là, allongée à fixer le plafond, je n'ai pas pleuré. J'ai compté. Les dettes, les mensonges, les issues de secours. Et dans cette arithmétique, j'ai découvert une vérité. La survie n'est pas un sport d'équipe. Mais ça n'est pas là que l'histoire se termine. Sororité. Des liens forgés dans les flammes. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cet appel, il faut remonter au début. Imaginez une caravane rouillée en bordure de ville. 2 filles se partageant un lit superposé. Elles se glissaient sous ma couverture pendant les orages, ses pieds glacés contre mes jambes. À 12 ans, je lui ai appris à bidouiller le micro-ondes quand l'électricité était coupée. À 16 ans, nous nous cousions nos robes de bal dans des rideaux de friperie. Nous n'avions pas de parents, nous nous avions. Quand son copain l'a frappé, je suis arrivé avec un pied de biche. Quand les créanciers tambourinaient à notre porte, je mentais effrontément. Elle ne vit pas ici. Chaque cicatrice sur elle devenait mienne. Je croyais que l'amour fonctionnait ainsi, par absorption. La nuit où elle a fait une fausse couche à 19 ans, je lui tenais les cheveux, en promettant entre mes dents serrées « Personne ne nous fait chier ». Nous avons gravé nos initiales sur les marches pourrissantes de la caravane. S plus S, contre le monde. Mais les caravanes pourrissent plus vite que les souvenirs. Cette même marche s'est effondrée, sous mon poids, le jour où j'ai signé sa caution. J'aurais dû remarquer le bois qui se transformait en poussière sous nos pieds. Fissures dans la façade. Les premiers signaux. Même les liens forgés dans les flammes craquent sous de nouveaux feux. Le premier avertissement s'est glissé dans des instants banals, ceux qu'on ne reconnaît comme catastrophes qu'avec le recul. Elle a commencé à emprunter de l'argent juste jusqu'à vendredi. Mais les vendredis s'étiraient en mois. Ses explications devinrent évasives. Ses phrases s'évanouissant comme de la fumée. Tu t'en fais trop. Même les liens forgés dans les flammes craquent sous de nouveaux feux. Même les liens pourrissants n'est pas l'aiguissé un nouveau monde. Il n'y parvenait à la poche. Mais les demancettes arrivent au donné qu'elle a fait. D'où rigolait-elle en m'étreignant trop fort. Pourtant, quand les créanciers appelaient, son téléphone décidait de mourir. Puis il y a eu Marc, mon Marc. Celui qui m'apportait des tulipes chaque jour de paye.
Je n'ai pas remarqué sa présence prolongée près de sa moto ce dimanche de barbecue, ni leurs blagues aux répliques codées. Quand je les ai surpris en train de chuchoter dans la cuisine, elle a inventé une histoire de surprise pour mon anniversaire. Celui qui m'apportait des tulipes chaque jour de paye. J'étais une criminelle en piane. Continuez aider. Elle a pleuré dans mon doigt, parfois dans la cuisine. Sa téléphone en me répand. Pourtant, quand les créanciers appelaient, son téléphone décidait d'envoyer, se montait seulement toujours baissé, par sur moi. Il était fanier quand je lui ai tourné la main parvenant de mes gestes. Ça mal. Il était une minuit, froide ça parlement, par ce dépêche, dans mes ombres parle mon contenu. Parlement de thé, y fait apparaître. Ma tournure était devant le dessiné, j'ai voulu la croire. J'en avais besoin. Les mensonges se sont cristallisés. Son nouveau boulot exigeait ma signature sur des documents routiniers. Fais-moi confiance, disait-elle. Sa paume sur la mienne, qui m'avait tenu durant les colères de père. C'est ça le venin de la trahison. Il arme votre propre passé contre vous. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cet appel, il faut remonter au début. Imaginez une caravane rouillée en bordure de ville. Deux filles se partageant un lit superposé, celui à papier peint jaune écaillé, celui qui m'avait tenu durant les colères de père. C'est ça le venin de la trahison. Il arme votre propre passé contre vous. Je voulus la croire. J'en avais besoin. Les mensonges se sont cristallisés. Son nouveau boulot exigeait ma signature sur des documents routiniers. Cette même marche s'est effondrée sous mon poids le jour où j'ai signé sa caution. Je n'ai pas remarqué sa présence prolongée près de sa moto. À l'automne, ses yeux évitaient les miens. Elle disparaissait des jours, revenait en sentant mon parfum. Quand j'ai questionné les retraits de notre conjoint, elle a invoqué les traumatismes de notre enfance. Alors j'ai présenté des excuses. Payé, couvert. Le dernier signal ne fut pas un drame, juste un silence. Elle a arrêté de m'appeler Sissi, ce surnom idiot de nos nuits en lit superposés. Quand je l'ai mentionné, elle a dit que j'imaginais des choses. Et comme une idiote affamée de miettes, j'ai acquiescé. Le piège, une trahison écrite en sang et mensonge. La nuit où elle m'a demandé de signer les formulaires d'assurance, je n'ai pas réfléchi. Nous étions assises à sa table de cuisine, celle où nous avions partagé nos secrets d'enfants, quand elle a glissé les documents vers moi, main tremblante. C'est juste pour accélérer les démarches, a-t-elle chuchoté, le regard suppliant. J'ai griffonné ma signature sans lire. 2 jours plus tard, ma banque m'apprenait. Elle avait contracté un prêt de $50 000 à mon nom. Quand j'ai exigé des explications, elle a monté une scène, sanglotant auprès de nos parents que moi, j'avais falsifié sa signature. Ils l'ont cru. Puis mon copain a avoué qu'ils couchaient ensemble depuis des mois. Elle disait que tu en avais fini avec moi, a-t-il murmuré. Je suis resté là. Son portable à la main. Leur conversation texte dévoilant des plans pour vider mes comptes, des moqueries sur ma naïveté. La trahison n'est pas une entaille unique. C'est 1000 coupures de papier, chacune minuscule, mais ensemble, elles vous vident. J'ai passé des semaines paralysées. Comment avais-je pu tout manquer?
Étais-je si aveugle? Mais la survie reprend le dessus. J'ai tout porté à la police. Capture d'écran, faux documents. Porté plainte. Rejoint un groupe de victimes de fraude. Appris à dire non, je ne me justifierai plus aux proches. Voici l'essentiel. Quand la confiance devient une arme, les faits sont votre armure. Sauvegardez chaque message. Enregistrez les appels. Vérifiez la légalité. Confiez-vous à une personne fiable. L'isolement est le verrou final. Et si vos mains tremblent en reconstruisant, laissez-les trembler. Des mains qui tremblent peuvent en même tourner des clés. Signez des chèques, claquez des portes. Vous réapprendrez la confiance, pas envers les autres, mais en votre résilience. Les cicatrices, elles prouvent juste qu'on a combattu plus intelligemment la seconde fois. Chute libre. Tout perdre, sauf mon nom. Les huissiers sont venus à l'aube. J'ai regardé depuis le trottoir, tandis qu'ils accrochaient ma voiture, celle où j'avais dormi des semaines, à leur camion. Le rire de ma sœur résonnait. Qui te croirais? Serrais ma dernière valise, grelottante en pyjama. Plus de maison, plus de crédit, plus de famille. Juste mon nom sur des dettes que je ne devais pas. Mais un nom, ça se reconquiert. À la bibliothèque, j'ai imprimé chaque rapport de fraude, chaque SMS prouvant ces mensonges. Une bénévole d'aide juridique m'a aidé à geler mon crédit. La nuit, je rejoignais un groupe de parole. Des femmes ayant perdu leur logement à cause d'arnaques familiales. Une m'a tendu une couverture. Dors ici ce soir, on affrontera demain ensemble. La chute libre enseigne 3 choses. 1. Respire avant de saigner. La panique noie la raison. J'écrivais une tâche quotidienne. Envoyer un mail à l'avocat. Acheter des courses. Des micro-étapes qui t'ancrent. 2. Laisse les inconnus te sauver. La fierté meurt en chute libre. Accepte le canapé, le repas, le ticket de bus. 3. Ton nom n'est pas ta honte. Aux entretiens, je me présentais. Je suis non. J'ai survécu à une trahison. C'est ma référence. Quand la police l'a inculpé, je n'ai pas crié victoire. J'ai remercié la femme, devenue mon témoin. Moi. On ne remonte pas d'une chute libre. On reconstruit des ailes en vol. Commencez par la première plume. Dites votre nom à voix haute, sans trembler. La nuit où j'ai arrêté de pleurer. Une étincelle dans les cendres. Cette nuit-là, assis sur le sol d'un refuge, genoux contre ma poitrine, je fixais un carrelage fissuré. Plus de larmes, juste du silence. Puis un toc. Madame Rivera, bénévole âgée, a glissé une tasse de thé sous la porte. Bois, dit-elle, puis viens m'aider à trier les dons. Sa voix ignorait la pitié, exigeait seulement. J'ai bu la camomille amère. Main stable, pour la première fois depuis des mois. Dans la réserve, elle m'a tendu un carnet. Écris ce dont tu as besoin, a-t-elle dit. Pas envie, besoin. J'ai listé. 1. Contact d'aide juridique. 2. Plan budgétaire. 3. Un repas par jour. Elle a hoché la tête. Maintenant, comment obtenir chaque chose? Pas de grands projets, juste des actions pour le lendemain. À l'aube, j'avais contacté 3 avocats, demandé des aides alimentaires. Écrit à mon groupe, quelqu'un peut me conduire au tribunal mardi? Madame Rivera a tapoté ma liste. Ajoute ça, demander de l'aide, dire non, recommencer. Quand ma sœur a appelé des semaines plus tard, pleurant à propos d'une expulsion, je n'ai pas raccroché, pas hurlé. J'ai dit, voici l'adresse du refuge. Ils ont des formulaires à remplir. Cette étincelle, ce n'est pas du courage, c'est du pragmatisme. On arrête de quémander des réponses au passé, et on utilise le présent pour bâtir. Si vous lisez ceci, 1. Écris 3 besoins. 2. À côté de chaque, une action. 3. Fais la première, puis la suivante. Le feu qui vous brûle peut aussi éclairer si vous le laissez faire. Reconstruire pierre par pierre,
Le curriculum du Phénix. La réserve sentait le détergent et la poussière. Je triais des vêtements donnés, quand une jeune femme entra. Les yeux creux, comme les miens autrefois. Elle serrait un enfant contre elle, murmurant. Mon frère a pris ma voiture. Madame Rivera me désigna d'un signe de tête. Montre-lui les formulaires. Mes mains ne tremblèrent pas en lui tendant le dossier de ressources. Reconstruire ne relève pas des grands gestes. C'est le curriculum du Phénix. 3 règles qui me guident désormais. 1. Faire l'inventaire des décombres. Ma première semaine. J'ai listé chaque perte. Code de crédit, confiance familiale, estime de soi. Non pour ruminer, mais pour mesurer les progrès. 2. Mortier avant les briques. J'ai régulé mon sommeil avant de m'attaquer aux dettes. Manger des légumes avant de négocier des échéances. Les fondations, d'abord. 3. Limite comme plan. Quand mes cousins ont exigé que je pardonne et oublie, j'ai répondu. J'y réfléchirai pendant mes heures de rendez-vous téléphoniques. On cessait d'appeler. Aujourd'hui, ma cote est plus propre que la conscience de ma sœur. Je fais du bénévolat au refuge, chaque jeudi. Quand les nouvelles arrivantes demandent comment j'ai survécu, je leur montre mon curriculum. Non comme un manuel, mais comme la preuve que les pierres s'adaptent à toute main prête à les empiler. Madame Rivera m'a un jour dit « La terre brûlée donne les racines les plus solides ». Elle avait raison. J'arrose les miennes chaque jour, avec des reçus, des séances de thérapie et le pouvoir silencieux de verrouiller les portes derrière moi. Le coup à la porte, éprouver mon armure nouvelle. On frappa à 20 heures, 3 coups secs. À travers l'œil de bœuf, son visage gonflé par les pleurs, le mascara coulé. « Je t'en supplie, sanglota-t-elle. Ils vont saisir mon appartement. » Ma poitrine se serra, mais mes mains restèrent fermes. J'avais répété cette scène. Tiens. Je lui tendis le dossier gardé près de la porte. Contact de refuge, numéro de conseiller financier, horaire des banques alimentaires. Elle fixa les papiers, incrédule. « Tu me laisserais crever ?»« Non, dis-je, mais je ne saignerai pas non plus pour toi. » Quand elle cracha des insultes, je fermai la porte doucement, sans claquer, sans trembler. Plus tard, j'ai envoyé un SMS à son assistante sociale. Une précaution, pas une vengeance. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des filtres, laissant couler la compassion sans se noyer. Voici comment les bâtir. 1. Préparer des répliques. La mienne, je ne peux pas aider financièrement, mais voici des ressources. À répéter, sans négociation. 2. Garder des preuves à portée. Mon dossier datait ses anciens mensonges, non pour la humilier, mais pour me rappeler à moi. 3. Débriefer avec un confident. J'ai appelé la responsable de mon groupe de soutien. J'ai bien agi? Oui. Des mois plus tard, elle m'écrivit.
Vous avez été cruel. Je répondis. J'ai été clémente. Envers nous deux. Maintenant, quand les nouvelles survivantes murmurent, et s'ils reviennent? Je leur montre ma porte, toujours ouverte, mais dotée d'une structure plus solide. Aider ne signifie pas capituler. Parfois, l'amour le plus courageux consiste à dire « assez », tout en tendant la carte pour qu'ils se sauvent eux-mêmes. L'art de la guerre en talons aiguilles. Mon ultime contre-attaque. L'air du tribunal sentait le café rance et l'angoisse. Elle était assise en face de moi, même lèvres tremblantes. Même joue striée de larmes, qui avait trompé juge et famille. Cette fois, je portais un tailleur marine, pas un pyjama. Mon dossier de preuves gonflé, relevé bancaire, signature falsifiée, texto tramant ma perte. Quand l'huissier appela mon nom, je me levai lentement, mes talons claquant comme un métronome. Des mois plus tôt, j'avais engagé un expert comptable judiciaire. Non par vengeance, mais pour clarté. Nous avions traqué chaque dollar volé. Chaque prêt trafiqué. Mon avocate me prévint. Ils te dépeindront en sans cœur. J'acquiesçai. Qu'ils essaient. À la barre, je répondis sobrement. Oui, j'ai cosigné le premier prêt. Non, je n'ai pas autorisé ceci. Quand son avocat ricança, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté plus tôt? Je déclarai, j'ai fait confiance à ma sœur. La confiance n'est pas un crime. Le juge m'accorda réparation, mais je ne célébrai rien. Dehors, elle siffla. Le feu m'a enseigné 3 leçons. 1. Les cicatrices ont besoin d'air. Cacher la douleur retarde la guérison. Je partage mon histoire ouvertement maintenant, non pour m'y complaire, mais pour désinfecter. 2. La compassion a une minuterie. Quand l'ami de ma sœur appela le mois dernier, suppliant que je la sauve, je posai une limite. Je t'écoute 10 minutes. Ensuite, nous cherchons des solutions. 3. Les médailles ne sont pas à exhiber. Je fais du bénévolat discrètement, en mentorant des survivantes de fraude, leur apprenant à geler leur crédit, détecter les mensonges. Madame Rivera déclara un jour « Le corps se répare, mais l'âme exige des points de suture. Les miens sont grossiers, cousus de fils épais, mais ils tiennent. Si vous portez des cicatrices aujourd'hui, nettoyez-les, honorez-les, mais ne vous excusez jamais pour leur apparence. Ta survie est le seul certificat nécessaire. » Dernier plan. À vous de vous lever. Appel à l'action. Le parquet glacé mord mes pieds nus, tandis que je fixe la porte. La lumière matinale souligne les entailles de cette nuit, ses ongles, les bottes policières, l'emprise désespérée de mes propres doigts. La serrure a été changée 2 fois, mais le chambranle se souvient. Moi aussi. Le café fume entre mes paumes. Nouveau rituel, ne plus se précipiter pour ouvrir, ne plus répéter d'excuses. Que le monde cogne, qu'il supplie. Mon silence n'est pas cruauté. Juste le prix pour apprendre ce qu'est la vraie chaleur. Le téléphone sonne. Je le laisse faire. Renaître n'est pas spectaculaire. C'est ceci, choisir des chaussettes plutôt que des pantoufles, car le sol reste glacial. Effacer des numéros qui ne vous appartiennent plus. Observer sa respiration embuer la vitre, sans y tracer de promesses. Ils viendront, comme toujours. Mais mes mains, elles sont pleines, à porter la vie que j'ai enfin gardée.